Parfait. Bonjour et bienvenue à tous à cette autre formation Ligne Québec qui s'intitule aujourd'hui Marketing B2B, 7 raisons pourquoi les vendeurs refusent vos leads. Bonjour. Bonjour, Marc Morin. Bonjour. Un spécialiste en marketing relationnel, un spécialiste qui, vous me disiez ça, qui fait ça depuis 33 ans. Depuis 33, peut-être 34, si je me mémoire. Qui a écrit un livre. Oui, effectivement. Qui enseigne à l'université. À l'Université de Montréal, au certificat de publicité, depuis très longtemps. J'enseigne depuis 1987. Et là. Ça ne me rajeunit pas. Tu as l'air si jeune. Ah, ben oui. Et puis, qui revient de Paris, de quoi? Oui, effectivement. J'étais au Forum de la communication multicanale à Paris, où j'ai fait une belle conférence, un keynote d'ouverture. Ça a été très bien reçu. Excellent. Et c'est une belle ville à visiter ici. J'espère que le son de votre ordinateur est bon. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur communiquer en haut pour vous assurer que ça fonctionne. Donc, choisissez le bon son, le bon interface. Vous allez pouvoir tester et entendre une petite chanson de WebEx. Par ailleurs, vous voyez l'image ici. Ça vous permet de maîtriser un peu plus l'interface. Alors, si vous avez des commentaires dans la boîte de chat, si vous avez des questions dans la boîte de questions-réponses. Alors, voici la petite cuisine. On a posé quelques questions au début. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, et je vous souhaite la bienvenue, juste pour terminer la petite introduction, dans le studio Ligne Québec, Fibre Noire. Sans plus tarder, parlons de ce sujet aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est un sujet si important? Pourquoi il faut parler de communication entre le marketing et les ventes? Je pense que, comme tu disais, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le domaine du marketing relationnel, autant B2B que B2C, mais au niveau des entreprises, il y a toujours un défi d'alignement entre les ventes et le marketing. Chacun perçoit son rôle comme étant différent. On ne comprend pas nécessairement la dynamique. Et quand on crée des programmes de développement de demande, on est confronté à des difficultés au niveau de la qualité des leads, le volume des leads, et ainsi de suite. Donc, c'est une problématique qui existe depuis toujours et elle s'accélère de plus en plus parce que le monde autour de nous change. De la part des technologies, en sorte que les clients ont accès à beaucoup plus d'informations et sont beaucoup plus autonomes qu'ils l'étaient autrefois. Donc, le rôle du marketing devient de plus en plus important parce qu'on doit être présent constamment tout au long du processus. On va en parler dans un instant, mais on sent qu'il y a une accélération de la problématique de génération de demandes, de qualification de leads, de gestion de ces leads et de la transmission de ces opportunités aux équipes des ventes. Et ça, tu sembles dire que c'est assez généralisé, peu importe l'envergure de l'entreprise. Ah, tout à fait, tout à fait. Beaucoup de praticiens du marketing proviennent de background de marketing de masse, donc on fait nécessairement une compréhension très fine de comment on doit articuler un programme de développement d'affaires pour le B2B. Ça cause des problèmes. Les représentants sont toujours, il semble toujours déçus, vous allez voir des statistiques dans quelques instants, de la qualité des leads et on semble toujours s'orienter vers le volume. On cherche à produire beaucoup de leads, beaucoup de pistes de vente, beaucoup d'occasions. Et au détriment peut-être de la qualité. Tout à fait. C'est toujours un équilibre entre le volume, la qualité et la quantité. Donc, comment on fait? C'est ça le grand défi. Il faut être conscient des problématiques, ce qu'on va voir dans un instant. Pourquoi ça se produit? Pourquoi il y a une réticence de la part des ventes à accepter les leads? Comment on peut faire pour mettre en place des structures qui vont nous permettre de rassurer l'équipe des ventes, de leur fournir un flux constant de leads qualifiés, comment on va faire pour s'assurer de la qualité des leads avant de les transmettre à l'équipe des ventes, et comment on peut articuler ces stratégies-là qui les faire prendre du lead à travers différents supports, différents médias qui sont à notre disposition. Alors, c'est très intéressant. Comme on disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus une science aujourd'hui avec toute la notion du data. Le big data est présent partout. On a accès à énormément d'informations sur les clients potentiels, leurs agissements, leurs interactions sur le web, comment ils... Tout est mesurable. Tout est mesurable. Tout est mesurable, tout est prévisible, tout peut s'organiser, se structurer
pour arriver à un résultat qui est beaucoup plus prévisible. C'est beaucoup plus une science qu'un art. Et day-to-day, dans stratégie relationnelle, marketing relationnel, votre entreprise, c'est ce que vous faites. Exactement. Vous implantez des processus, notamment avec des plateformes d'automatisation de marketing, des processus permettant au marketing de mieux parler aux gens. Exactement. De tout structurer ça et de s'assurer d'avoir un flux constant de leads qualifiés. Excellent. Alors, Marc a préparé vraiment une très belle présentation. Alors, je vous laisse aller. D'accord. Alors, voilà, comme je le disais, on va parler de génération de demandes et on va se pencher sur la question pourquoi les vendeurs refusent vos leads. Je dis refusent, c'est pas nécessairement un geste proactif de dire non, j'en veux pas, oublie ça, mais plutôt une espèce de passivité face aux leads et l'absence d'action. Les statistiques sont quand même assez claires, c'est très volubile à ce niveau-là. On constate, c'est des statistiques récentes, sinon on en parlait justement d'autres jours, sur le fait que 50% des vendeurs ne font jamais de suivi, n'ont aucun suivi, aucun contact suite à un lead qui leur est présenté. La moitié des vendeurs le font. Et pire encore, il y a seulement 10% des vendeurs qui vont se rendre au-delà d'un troisième contact avec un client potentiel. Donc, un essai, si ça ne fonctionne pas, on oublie ça. Ben, oui, exactement. Ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas raté, ils ne voulaient pas vendre. C'est une erreur. Ils ne voulaient pas acheter. Mais quel est le pourcentage des acheteurs qui, justement, achètent au premier contact? Ouais, c'est très faible. En fait, il n'y en a presque pas. Si on regarde les statistiques, encore une fois, 80% des ventes se produisent après, quelque part entre le 5e et le 12e contact. Surtout pour des ventes complexes, surtout pour des ventes qui impliquent beaucoup de décisions, beaucoup d'acteurs autour de la table et tout ça, mais de degré de difficulté d'entrer en contact avec un client potentiel, avec des boîtes vocales, avec tout ça, fait en sorte qu'il faut persévérer, il faut être présent, il faut quand même aller plus loin qu'un simple « je l'ai appelé, il n'a pas répondu, j'ai envoyé un email, puis j'ai pas eu de ses nouvelles. » Ton livre n'était pas bon. C'était pas bon, ton livre. Il n'a pas acheté. Ouais. Ben, c'est constamment comme ça. Et ça, Marc, si je me trompe pas, j'imagine que le nombre de contacts nécessaires pour faire une vente aujourd'hui est beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a 5-10 ans. Oui, absolument. Il y a quelques années, on parlait de 4 ou 5 contacts, éventuellement c'est devenu 6-7, puis là on parle jusqu'à 12, ça commence à être énorme. C'est beaucoup de travail. Hein? Ouais. Étire les cycles de vente ici. Exactement. Et les cycles de vente, effectivement, s'étirent beaucoup. Et les cycles de vente se transforment. La nature même du cycle de vente est en train de se modifier parce que le rôle du représentant ou du vendeur est en train de se transformer à travers tout ça. Il est beaucoup moins présent, on va le voir dans un instant. Le vendeur a moins de contrôle sur le processus lui-même. Il est moins impliqué dès le départ. Et donc, on doit avoir une visibilité constante au niveau du marché pour être capable de parler à tout le monde en même temps et d'identifier les gens qui ont un besoin, qui sont en recherche active. Donc, c'est moins une question de, je prends le processus de vente de bout en bout, mais maintenant, de plus en plus, le rôle du vendeur se situe dans la dernière question, le dernier droit. Mais ça pose beaucoup de défis. Est-ce que je fais erreur en disant que, finalement, un bon vendeur aujourd'hui devient aussi un peu responsable du marketing? Est-ce qu'il peut aller un peu en amont dans son interaction avec le client? Parce que si finalement, il se confine à la vente et la vente arrive dans les 30% derniers, ben, si tu veux avoir des leads de bonne qualité, il faut participer au marketing également. Exact. Ben, il y a une part de responsabilité d'être toujours présent dans le marché et il y a des études intéressantes qui démontrent qu'un vendeur qui est très proactif et qui est capable de présenter un défi ou une opportunité à un client sans qu'il l'ait même ressenti lui-même, a beaucoup plus de chances de passer. Quelqu'un qui arrive en disant « Saviez-vous que vous avez cette situation-là, vous avez cette problématique-là et vous ne vous êtes pas encore rendu compte de l'impact que ça peut avoir, mais voici ce que ça va donner. » Avec des solutions créatives. Exactement. Des solutions créatives qui arrivent à mieux faire prendre conscience du besoin, même avant que le client l'ait ressenti.
Oui. Mais là, je suis en train de passer mon contenu d'avance. Ah, c'est vrai? Tu en parles? Toujours, Je te laisse aller. évidemment. Donc, le principal problème, c'est le manque d'alignement entre les ventes et le marketing. Chacun est déçu de l'un et de l'autre. Les gens de marketing pensent avoir fait un très bon travail. Voici 1200 nouveaux clients potentiels. Allez-y, faites vos appels, puis vous avez une semaine pour le faire. Évidemment, c'est impensable. De la même façon, les ventes sont déçues, et puis les résultats, on leur fournit des leads qui sont peu qualifiés, qui ne se transforment pas. Et donc, tout le monde est insatisfait de la situation. Voire frustré. Voire frustré, effectivement. Une partie du problème, c'est des attentes irréalistes. On a des gens qui pensent qu'un système ou un programme de développement de demande va produire des résultats par magie, on investit de l'argent. Tout d'un coup, le téléphone va se mettre à sonner. Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas évident, c'est beaucoup de travail quand même. Des gens qui vont appeler suite à l'envoi d'une pièce ou à travers un ensemble de communications, le nombre est très faible. Oui. Le but, c'est de préparer l'intervention du représentant, du vendeur, et non pas de faire le travail à sa place. Donc, le téléphone ne sonnera jamais si on a des attentes irréalistes au niveau de tout le monde va se convertir, tout le monde va prendre le téléphone pour appeler. Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que les gens appellent moins qu'avant? Ah oui, oui, absolument. Personne n'a le temps. Personne n'a le temps d'appeler. Et si on regarde les jeunes aujourd'hui, parce que ça va être dans 10 ans, quand ils sont vraiment sur le marché du travail, on est constamment sur nos téléphones intelligents à texter, à s'envoyer des courriels. Mais outre la question de temps, je me dis à t'entendre que quand tu appelles, c'est parce que tu es réellement convaincu. Parce que autrement, tu vas aller sur le web, tu vas t'informer d'autres façons que de parler à un vendeur, qui là, tu as étiqueté, et lui, il ne faut pas que je l'aille. Il m'a appelé, il ne faut pas que je l'aille. Exact. J'imagine l'acheteur ne veut pas ça, il veut les. Ah non, absolument. Je ne veux pas entendre parler. Parce que c'est trop tôt dans le processus. Le timing de l'intervention du vendeur a beaucoup d'importance. Il faut arriver au bon moment quand la personne est prête à amorcer le processus d'achat et pas avant. Okay. On parle d'attente irréaliste, mais on parle aussi de méthodes qui ne sont pas appropriées. J'en ai parlé au tout début un peu. On a souvent une approche de masse dans la génération de prospects. On essaie de faire un événement, une campagne qui va générer beaucoup d'activités. Souvent, ça s'entoure des événements comme, par exemple, des salons, où on est dans une exposition, on est dans un salon commercial, on rencontre des centaines, voire des milliers de personnes pendant 2, 3, 4 jours, puis on revient au bureau avec une boîte de cartes d'affaires. On ne pourra jamais rien faire avec ça, évidemment. Fait une approche de masse est très peu adaptée à un environnement de B2B. Oui. Donc, il faut arriver avec quelque chose qui va être beaucoup plus dosé, structuré et efficace. La qualité et non la quantité. Exactement, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est des résultats. Alors, il faut voir l'évolution du modèle, comment on envisage que le processus de vente, qui est moins transactionnel qu'il a déjà été, et de plus en plus relationnel. Donc, on ne part pas à la chasse avec un argument pointu pour essayer de closer des ventes. On n'a pas le même modèle traditionnel de l'entonnoir de vente. On n'en peut plus de voir. Là. Je pense qu'on en aura le bol. C'est ce que j'allais te dire. C'est comme, oh mon Dieu, pas encore un entonnoir de vente. Avec les suspects, les prospects, les opportunités, les ventes. Puis on remarque qu'à la fin, il n'y a rien. C'est fini. Hein, il y a un certain nombre de personnes qui vont passer à l'action. Puis c'est tout, c'est fini. Et ce n'est pas du tout une vision relationnelle. L'approche relationnelle va être de comprendre qu'on doit arriver à une maturation des prospects sur une période de temps qui peut varier de quelques semaines à quelques mois, à même quelques années, dans le cas d'achat complexe avec une décision du service. Tout à fait. Donc, une vision qui va accompagner le client au long de son cycle. Qui va arriver à prendre ce modèle, le fameux entonnoir, puis le transformer en sablier, où on a toujours évidemment des activités de recrutement qui se situent en haut. Mais ça ne s'arrête pas à partir du moment où on a une première vente. Souvent, la première transaction, c'est uniquement pour tester, pour voir si le fournisseur est... Projet pilote. Ouais, exact. Projet pilote, on voit comment ça se passe, et après ça, on va de l'avant. Alors, il faut arriver à mettre en place une structure qui va amplifier la valeur des clients qu'on a identifiés à travers notre processus de recrutement pour augmenter la diversité des achats, la fréquence de leurs achats, évidemment, la valeur totale, donc la valeur du parcelle, la valeur du upsell. Mais ça se structure et ça se met en place, parce que si on le laisse au hasard,
les représentants dont le rôle est d'ouvrir des comptes vont focuser sur le haut de notre sablier. Et il faut qu'on ait en place quelque chose qui va nous permettre de constamment ressolliciter les niveaux qui existent pour continuer à bâtir la relation. Donc ça, c'est un rôle qui est à la fois vente et marketing. Ça prend un bon alignement entre les deux pour arriver au résultat. Alors, je vous ai promis 7 résultats pourquoi les vendeurs refusent vos leads. Je vous les présente sommairement. Je les ai catégorisés en 2 catégories. Catégories, évidemment. Donc, premièrement, problème de quantité. Et là, ça, c'est une grosse problématique. On a fait référence tout à l'heure à l'aspect marketing de masse des approches où on parle constamment à fort volume de gens. Trop de fleurs. Trop de fleurs ou pas assez. Donc, premier problème, trop de leads. Ça rentre par tonnes. On utilise souvent des techniques comme un concours, on va donner un cadeau. J'ai été témoin d'une campagne, c'est pas moi qui l'ai fait, mais on m'a raconté il y a quelques années, où on disait permettez-nous d'aller prendre un café chez vous. C'est un beau message, c'est très créatif, et en même temps, on va vous apporter une cafetière. Alors, cette entreprise, très grande entreprise située à Montréal, a donné beaucoup de cafetières. Énormément de cafetières. Les représentants ont eu énormément de rendez-vous pour aller livrer les cafetières, et il y a eu très peu de ventes au bout du compte. Donc, on a eu beaucoup d'activités et pas beaucoup de résultats. Donc, trop de leads. Un gros problème parce que ça produit un comportement qui est tout à fait naturel de la part des représentants, c'est une perte de connaissance. On va prendre en soi 1000 personnes qui pourraient être des clients potentiels, et on va passer à travers la liste, on dit, et les autres sont mis de côté. Oui. Alors, ça dépend de la perception subjective. C'est sa décision, je fais de l'examen, je décide que je vais choisir, je fais du cherry picking, à travers tout ça, je prends seulement ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, et le reste, je mets de côté. Parce qu'il y a des incidences pour la réputation de l'entreprise, parce que le client a des attentes. Face à un suivi, il s'est identifié, à travers le lot, il y a des gens qui sont prêts à passer à l'action, mais on a jugé pas opportun de le faire. Donc, ça crée plein de problématiques. En plus, un volume trop élevé, c'est un gros problème parce que le délai de suivi aujourd'hui devient minime. Il se contracte de plus en plus. Aujourd'hui, selon Harvard Business Review, un article très intéressant qui est paru en mars 2011, donc je parie que le délai s'est amoindri encore plus. On parlait de 24 heures pour réagir à un lead. 24 heures, quelqu'un qui fait une demande, qui dit « je suis prêt à passer à l'action », alors c'est très peu de temps pour être capable d'agir. J'ai même entendu parler de situations où on reçoit une demande de soumission juste avant le lunch, le représentant part dîner, revient après, puis le client me dit « c'est trop tard, c'était urgent, j'ai acheté pendant l'heure du lunch ». Donc, c'est une question d'être toujours présent et de contrôler le volume de ce qu'on reçoit. Le contraire de la situation, c'est trop peu de leads. On a un programme qui est très restrictif, soit par peu de moyens, soit parce qu'on met des critères très élevés pour être sûr d'avoir que de la qualité, mais il y en a si peu qu'on oublie que ça existe. Les représentants sont obligés de se structurer autrement pour recevoir, pour générer leur business, parce que ça prend quand même un flux constant. Donc, on néglige la source, puis on ne rattache pas de crédibilité. Un exemple, j'imagine, trop peu de lignes, ce serait, vous concevez un white paper, un livre blanc, puis le formulaire pour l'obtenir est tellement long que finalement, personne ne l'obtient. Tout à fait. 25 questions, puis ton numéro d'assurance sociale, puis un numéro de PO, s'il vous plaît, et non, ça ne fonctionne pas. Et troisième situation, bien évidemment, c'est l'imprévisibilité. Encore une fois, un mois trop de leads, l'autre mois pas de leads, puis là, ça bouge constamment, puis on ne sait plus où donner de la tête. Ça prend de la structure, ça prend un flux constant, prévisible, parce que, évidemment, un vendeur qui dépend de ces leads-là pour gagner sa vie, l'incertitude vient pas ça. Parce qu'il est en contrôle, personne n'aime ça, les gens de marketing non plus. Alors, on va être en contrôle, on veut savoir qu'il va toujours y avoir une source fiable de clients potentiels, donc fort important. Et c'est pas un vœu pieux, ça? C'est réalisable d'avoir une certaine constance? Il va y avoir, évidemment, il y a des aspects cycliques dans le business. Il y a des périodes qui sont plus propices aux achats, et des périodes qui sont moins. Il y a des saisonnalités dans certaines business. On va avoir un exemple dans mais avec les bons mécanismes en place,
on arrive à contrôler davantage, et surtout d'être sûr d'avoir un flux constant. On essaie de réduire et d'éliminer l'amplitude des variations dans le flux des livres. Alors, évidemment, le deuxième point, c'est la notion de qualité de livres. Alors, des livres qui sont perçus par l'équipe des ventes comme étant pourris, des livres qui convertissent pas. Donc, la première catégorie, c'était la quantité. Exactement. Et là, on parle de la qualité. Tout à fait. Et là, c'est là où le bas blesse encore plus parce que, évidemment, on reçoit des livres qui ne rencontrent pas les critères de l'équipe des ventes. Alors, encore une fois, manque d'alignement. Souvent, le problème, c'est que les critères ne sont pas clairement définis. On demande qui est le client idéal. Ah, ben, c'est dans toutes sortes de secteurs, c'est des entreprises entre 50 et 5 000 employés, et c'est pas suffisamment objectif et clair pour être capable de faire une action pointue, bien articulée autour de ça. Donc, ça fait en sorte que quand on pense avoir un livre qui est de qualité, l'équipe des ventes dit « Oui, mais il n'est pas lui, je l'ai déjà vu, puis il n'y avait pas de vie là. Non, c'est pas une entreprise avec qui on veut transiger, ainsi de suite. » Ça devient très subjectif. Donc, c'est très important de structurer les critères, de bien les identifier, puis de s'entendre entre vente et marketing sur qu'est-ce qui constitue un lead de qualité. Les deux participent à l'identification d'un lead. C'est pas le rôle du marketing de dire voici un client potentiel, un client idéal pour vous. Tout le monde soit d'accord. Et j'imagine, il doit avoir un processus pour atteindre une espèce de consensus. Oui, absolument. Et ça doit être bien structuré. On va voir quelques modèles dans un instant qui vont nous montrer un peu comment on passe à travers ce processus d'identification, de qualification et de transmission des livres. Évidemment, des livres qui arrivent trop tard. On est trop tard dans le processus. Le client a déjà enclenché ses négociations. On est en finale, on a presque choisi, il est trop tard malheureusement, c'est très frustrant pour tout le monde, un beau deal qui nous échappe parce qu'on n'était pas présent. Puis, c'est particulièrement problématique parce qu'aujourd'hui, je n'y ai pas allusion tout à l'heure, toi aussi, 60% du processus de vente se déroule aujourd'hui sans la présence d'un vendeur. À cause d'Internet, à cause des nouvelles technologies, à cause de toute la source d'information qui est à notre disposition, on est capable, en tant qu'acheteur, en tant qu'utilisateur, de faire toute la prise d'information, de se faire une thèse sur quelle solution serait appropriée. Puis si on n'arrive pas à le faire, il y a des consultants qui vont nous aider à prendre la décision. On va faire une présélection de quelques finalistes qui vont avoir été présélectionnés par notre consultant ou par notre processus, et on va les inviter à participer. Si on n'est pas présent dès le début, ou on n'est pas impliqué dans le processus parce qu'on n'est pas présent sur le web, ou on n'a pas une stratégie de contenu et de visibilité, ben on passe à côté de l'occasion. On n'est pas jamais des fournisseurs potentiels. C'est ça, on n'est pas assis autour de la table, on n'a pas notre part du gâteau et c'est très dommageable. D'où l'importance, comme mentionné dès le départ, du marketing aujourd'hui. Absolument. Versus les ventes. Le marketing a pris encore plus d'importance parce que, justement, les gens naviguent, se font une idée sans même la présence d'un vendeur. Exactement. En fait, quand un client va acheter un vendeur, parce qu'il est drôlement décidé. Exactement. C'est un processus final. Et là, souvent, c'est très difficile de rattraper pour faire. Donc, il faut être présent. Évidemment, l'autre qui est aussi une mauvaise situation, c'est des livres qui arrivent trop tôt dans le processus. Quelqu'un est en recherche d'informations, puis on se rue sur lui, on saute dessus. C'est pas un livre. Pas un livre, il n'est pas là encore, il est en train de faire de la prise d'information, il a demandé un white paper, puis on a transmis le livre directement à l'équipe des ventes, le vendeur l'appelle. Oui, quand est-ce que tu passes la commande? Et non, c'est trop tôt, il est encore en réflexion. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de qualifié, ça ne veut pas dire qu'il n'achètera pas, mais pas tout de suite. Oui. Et on ne veut pas que l'équipe des ventes intervienne tant que la personne n'est pas prête à passer à l'action. Il y a du travail préalable qui doit être fait. Et ça se fait à travers un processus de maturation. Alors, c'est quoi les pistes de solutions qu'on peut voir pour essayer de pallier à cette situation-là? Comment on fait pour créer un flux constant de livres de qualité qui sont bien qualifiés, qui sont acceptés par l'équipe des ventes et qui vont recevoir le suivi nécessaire à travers cette évolution. Alors, il faut d'abord et avant tout que l'équipe des ventes et l'équipe marketing s'entendent sur un processus structuré, formel,
qui va identifier, définir quelle est la nature d'un lead qualifié, quelles sont les étapes à travers lesquelles ce lead-là doit passer avant d'être remis, avant d'être présenté à l'équipe des ventes. Il y a un modèle que vous connaissez peut-être, qui est celui de Sirius Décision, l'espèce de cascade de la demande. C'est un modèle qui évolue depuis quelques années. Sirius Décision, si vous ne les connaissez pas, c'est la firme conseil experte en marketing et vente B2B. Ils interviennent auprès de très grandes entreprises à travers l'Amérique du Nord pour amener plus de structure au processus de vente, au processus de développement d'affaires. Et ce que vous faites au sein de votre essentiellement la même chose, sauf que nous, on n'a pas inventé le modèle, eux, oui, et c'est le fruit de recherche sur la performance de la gestion des clients potentiels. Et ce qu'on voit, c'est en haut des demandes d'information, essentiellement des leads qui s'identifient à travers différentes possibilités, que ce soit un appel, une visite web, un courriel et tout un média. Et une étape intermédiaire qui est très importante, c'est que le marketing prend la responsabilité de la qualification ou de la préqualification du prospect. Donc, il y a des critères qui ont été définis conjointement avec l'équipe des ventes. On va faire des appels, parler aux clients. Est-ce que vous êtes intéressé? Où est-ce que vous en êtes dans votre situation? Quelle est la nature de l'opportunité? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer un représentant et vous parler à tout le monde? Non, pas de problème. On vous envoie d'autres informations, etc., etc. On continue le processus de maturation, jusqu'à temps que les gens soient prêts. Et une fois qu'ils sont qualifiés, on les transmet à l'équipe des ventes, qui, eux, vont requalifier, s'assurer de la qualité des clients potentiels et qui vont formellement les accepter comme étant des pistes, comme étant des opportunités pour l'équipe des ventes et s'engager à ce moment-là à faire les suivis nécessaires dans les délais nécessaires pour arriver à maximiser la retenue. Donc, c'est un processus formel et ça marche très bien pour amener plus de structure et s'assurer, c'est ça le cœur, le nerf de la guerre, c'est de s'assurer que personne, un client potentiel ne sera pas transmis à l'équipe des ventes tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas prêt à amorcer le processus. Et ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de problématique de qualité. Les gens sont vraiment conscients qu'ils embarquent dans un processus de vente et les gens sont beaucoup plus enclins à se convertir. Tu veux pas une petite question? Oui, effectivement. On trouve ça intéressant de poser quelques questions tout au long du webinaire. On parle du processus, hein? Exactement. Donc, on a une question de sondage pour savoir parmi tous les participants, combien d'entre vous avez un processus formel de maturation, de gestion et de transmission des leads et de l'acceptation des leads à l'équipe des ventes. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est structuré ou ça se fait de façon intuitive ou le téléphone a sonné, il y a quelqu'un qui veut, alors on l'envoie? Pas intuitive, mais automatique. Automatique. Des fois, ça peut être automatique, ouais, oui. C'est ça, tout à fait, un réflexe et tout ça. Donc, on voit les statistiques qu'on fait, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vous invite à répondre et moi, je vais continuer à faire avancer la présentation. On va le faire dans quelques instants. Très bien. Alors, il faut aussi réfléchir au processus d'achat. Et de plus en plus, on va utiliser un modèle de... Comment? Je vais le fermer, si vous voulez bien. On a des résultats, je pense, quand même représentatifs. Ah, tiens. Quelle surprise. En fait, ce n'est pas surprise. Non, pas du tout, pas du tout. On voit que 11% des participants ont un processus formel, ce qui est excellent, et la balance, non. Et donc, ou encore, ne répondent pas parce qu'ils ne savent pas vraiment s'il y en a un, mais on parle de 58% des participants qui n'ont pas de processus formel de transmission des leads. Alors, ça en dit long sur l'état de l'espèce d'arrimage en vente et marketing. Et je reviens encore, on a souligné tout à l'heure que c'était un processus qui devait être formellement identifié entre les ventes et le marketing. Peu importe l'envergure de l'entreprise. Absolument. Donc, 2 personnes en marketing, 3 personnes aux ventes, ben, ça prend un processus quelconque. Probablement plus dans une PME où on est confronté à plein de choses. Il y a toujours un feu entre part à éteindre. Il y a toujours
une situation où on demande trop de notre temps, si on structure, c'est beaucoup plus facile. Si on est capable d'imposer un processus qui est clair, si tout le monde sait à quoi s'en tenir et connaît ses responsabilités et son rôle, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un processus structuré que si on laisse ça un peu n'importe comment. C'est pas la taille de l'entreprise c'est-à-dire la petitesse de l'entreprise, c'est pas un frein à l'organisation du flux de l'équipe. Évidemment, une très grande entreprise nécessite forcément ce genre de structure parce que, évidemment, il y a énormément d'interventions. Une PME doit aussi avoir une structure formelle. Et Marc, quand vous parlez de structure, quelle forme ça peut prendre? Parce que, évidemment, on va parler de marketing automation, de plateformes qui, bien souvent, sont relativement onéreuses. Oui, mais si c'est pas automatisé de façon informatique comme ça peut prendre la forme, j'imagine, voici ce qu'est un bon livre, ça peut être écrit sur un document, ça peut être, des filtres dans Excel. Quelle forme ça peut prendre? Ça peut être tout ça. En fait, l'important, c'est de s'entendre. Hein? C'est une question de se consulter, de se mettre d'accord sur ce qui constitue les critères de qualité, d'avoir en place un mécanisme. Qu'est-ce qu'on fait avec un livre? Quand on trouve quelqu'un à travers nos différents outils de marketing, qu'est-ce qu'on fait avec? Qui on l'envoie? C'est la responsabilité de qui? De dispatcher aux représentants, excusez l'anglicisme, c'est essentiellement faire la répartition des livres, s'assurer que les suivis soient faits. Donc, ça prend cette démarche qui est documentée et auquel tout le monde s'est engagé. Et ça, c'est important. Je pense que le niveau d'engagement, le commitment, si on veut, de suivre les processus, les mécanismes, et de constamment s'assurer que ce soit suivi. Ça, c'est très important. D'où l'importance d'impliquer chacun des participants dans la décision. Absolument. Ouais. On ne peut pas faire un programme de génération de demandes sans que l'équipe des ventes soit impliquée, que la gestion des ventes soit impliquée, que l'équipe marketing, les autres participants également. C'est un travail d'équipe d'arriver à structurer tout ça. En même temps, ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu le cycle d'achat, le parcours du client qui part de l'identification d'un besoin, la prise d'information, le choix, et quelques étapes par la suite. Traditionnellement, dans un environnement purement transactionnel, on s'attarde à trouver des gens qui ont des besoins, leur donner notre fiche de vente, puis faire en sorte qu'on close la vente. Donc, très simple, ça se fait en quelques étapes et il y a peu d'informations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, comme on disait, il y a beaucoup d'informations qui se passent, beaucoup d'actions qui se passent dans le processus. Avant même que le client rentre en contact avec le représentant, donc, il y a toute une structure à mettre en place pour identifier des gens sur le marché qui ont des besoins, même éveiller le besoin, communiquer avec quelqu'un qui est dans une situation où il y a probablement une situation où la majorité des entreprises dans leur secteur d'activité vivent les mêmes frustrations, et d'arriver avec une nouvelle information, une opportunité, une solution possible qui va les amener à pouvoir avoir des informations. Donc, bâtir cette espèce de sensibilisation du marché au départ pour qu'on soit très présent tout au long du cycle. À partir du moment où la personne a un besoin, ne le sait peut-être pas encore ou est clairement informé de son besoin et commence à chercher l'information et faire le choix. Mais il faut continuer le processus par la suite également, donc l'anticipation, l'utilisation du produit, comment on fait pour former nos clients pour qu'ils soient en mesure de mieux profiter de ce qu'on a à leur offrir. C'est un travail de vente, c'est un travail de marketing aussi. On voit ça comme du service à la clientèle. Ah, votre produit va être livré telle date, puis il y a un truc avec le packing slip, vous voulez comment faire. Pas gagnant, parce que, évidemment, si on ne profite pas bien du produit, on n'aura pas la satisfaction nécessaire, donc la relation va se terminer. L'utilisation, l'approfondissement de la relation pour justement créer davantage de contacts, l'enrichir pour créer plus de fréquences, enraciner l'entreprise dans les processus d'achat du client, diversifier les catégories et transformer le client en porte-parole, en ambassadeur de la marque auprès de ses amis. L'objectif ultime, évidemment. Tout à fait. Juste une petite note, là, encore des questions de cuisine, là, mais les belles slides de Marc seront disponibles. Il y a un courriel qui va vous être transmis par la plateforme WebEx demain matin, 9 h, qui va vous permettre de récupérer l'enregistrement et également la présentation qui va déposer sur le compte SlideShare. Tout à fait. Excellent. Alors, il y a fait allusion tout à l'heure. Comment on fait pour
pour articuler ça, pour qu'on soit capable d'ajouter de la structure sans ajouter de la lourdeur. Et une des solutions qui se présente, évidemment, c'est l'automatisation marketing. Et si vous n'êtes pas conscient de ce que c'est l'automatisation marketing, essentiellement, c'est des plateformes technologiques qui vont se connecter sur votre site web, sur vos moteurs de courriel, qui vont devenir des engins de diffusion de courriel. Le courriel étant encore un outil extrêmement performant, tout comme les médias sociaux, évidemment, mais c'est un outil qui va permettre d'avoir une communication très pointue, très efficace auprès d'un grand nombre de clients potentiels. Non, mais donc, juste faire une petite parenthèse, les médias sociaux, ce sont des courriels à la base. Ça arrive par l'ordinateur. Et puis, malgré la popularité accrue des médias sociaux, le courriel est excessivement efficace. Effectivement. On a tendance à minimiser l'efficacité du courriel à la venue des médias sociaux, mais finalement, on se sert des médias sociaux pour envoyer des courriels. Exactement. Tout à fait. Oui, effectivement. Bon point. Vous avez un sondage également concernant? Oui, exactement. Donc, oui, tout à fait. Est-ce que j'ai précisé correctement la nature des plateformes qui sont mises à la disposition? Donc, on essaie de suivre le comportement numérique. Je vais y revenir dans un instant. J'aimerais ça savoir, parmi les participants, quels sont ceux qui ont en place présentement une plateforme d'automatisation marketing, un outil quelconque, que ce soit quelque chose aussi poussé que Eloqua ou quelque chose aussi basique que Atom ou Infusionsoft, ou autre chose, ça peut même être Salesforce ou des outils de CRM, mais qu'est-ce que vous avez en place? Est-ce que vous avez en place une plateforme qui vous permet d'automatiser les activités de recrutement ou d'identification de clients potentiels pour ensuite les transmettre à votre équipe des ventes? Donc, si vous pouvez répondre pendant que je continue à préciser un peu la nature de l'automatisation marketing. Ça, Marc, c'est super intéressant parce qu'on dirait que c'est sur l'élève de tous les spécialistes de marketing. Ça prend ça. Absolument. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que le ROI est important? Parce que, ça implique pas mal de changements de processus, puis il faut bien les utiliser. Certaines plateformes sont très dispendieuses. Absolument. Les plateformes de calibre entreprise, comme Eloqua, par exemple, ou encore Marketo, sont des investissements majeurs. Oui. Pas juste au niveau de la plateforme, mais tout ce qui entoure l'intégration, les processus, l'intégration des données d'entreprise, tout ce qui est données transactionnelles et tout ça. Mais à la base, ce qui est intéressant, c'est la capacité de pouvoir suivre le comportement numérique de l'outil. Parce qu'aujourd'hui, le courriel, comme on disait il y a un instant, le web, évidemment, la publicité web et tout ça, est omniprésent. Et ça nous en dit long sur l'intérêt des clients. Les plateformes d'automatisation nous permettent de savoir qui est venu sur notre site. Pas juste comme on voit dans Google Analytics, des statistiques globales de 2543 visiteurs ce mois-ci, puis il y en a eu 20% qui ont regardé telle ou telle page. On sait pour chaque individu qui se rend sur notre site, quels contenus ont été consultés, à quelle fréquence, pendant combien de temps. Et on est capable d'identifier à travers tous les visiteurs ceux qui sont plus qualifiés que d'autres. Donc, on est capable avec ces outils-là d'identifier les intérêts, les intentions d'achat. Est-ce que la personne a regardé le pricing? Beaucoup plus proche d'un achat que quelqu'un qui peut juste regarder le à propos de nous. Les interactions, quels contenus ont été consultés? Est-ce qu'il y a un webinaire qui a été visionné? Est-ce que la personne a complété le visionnement? Est-ce qu'il est revenu plusieurs fois? Et ainsi de suite. Et ensuite, de prendre toute cette information-là, de déclencher des actions marketing, d'enrichir la connaissance qu'on a de notre client en inscrivant les trucs dans notre base de données, dans notre CRM, et de réagir en temps réel au comportement de navigation de nos clients, de façon anonyme et de façon identifiée. Et comme vous disiez, bien, c'est une question d'identifier les pages aussi, le nombre de pages, le nombre d'informations consultées par un visiteur, un client potentiel pour dire est-ce que le lead est prêt ou pas. Tout à fait. En fonction évidemment, d'un constat de tout ça. Maintenant, si une entreprise a un site simplement, n'a pas de formulaire à remplir pour obtenir quelque information que ce soit, on ne peut pas associer un visiteur à un nom, à une entreprise. Non, pas encore. Il faut absolument avoir les coordonnées courriel du client. Donc, ça implique que quelqu'un remplit un formulaire, et ensuite la plateforme identifie l'adresse IP. C'est un peu ça? Non, identifie directement la personne avec un cookie dans son navigateur. D'accord. Et là, on a de l'information.
ça accumule de l'information constamment jusqu'à temps que la personne s'identifie. Donc, on peut suivre quelqu'un pendant 2 ans de façon anonyme, et à partir du moment où il télécharge un white paper, il demande à sa infolette, on l'identifie à la personne, puis on dit « Ah, regarde ça fait 2 ans qu'il nous suit, lui, il commence à être drôlement fait. On va pas faire un suivi. » Donc, très intéressant. Tu parlais d'ROI, c'est des ROI qui sont très importants si on met en place les structures pour pouvoir en bénéficier. Acheter de la plateforme, ça ne donne pas le résultat si on ne l'exploite pas correctement. Comme toute technologie d'ailleurs. C'est comme les gens qui pensent qu'en s'abonnant à un gym, on va perdre du poids sans même s'y rendre. J'aime bien l'analogie. Veux-tu commenter les résultats? Oui, alors on voit que 55% de nos visiteurs n'ont pas de plateforme d'automatisation marketing. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas répondu à la question et il y a seulement 17% qui ont. Et je trouve que déjà 17%, c'est très intéressant. Comme statistique, donc, il y a des gens qui participent aujourd'hui qui savent de quoi il s'agit, l'ont déjà mis en place et commencent déjà à avoir des retombées. Alors, ce que tu dis, c'est que le 17% ne peut pas être même un peu élevé. Je pense. OK. Je pense, effectivement. Dans l'ensemble, il y a, à l'échelle mondiale, le Québec est toujours un petit peu en retard dans l'adoption technologique pour toutes sortes de raisons, et principalement la visibilité de ces plateformes-là. 45% des entreprises, globalement, ont une forme quelconque d'automatisation marketing qui peut être très rudimentaire à très élevée. Et parmi ces entreprises-là, on utilise en général que 15% des fonctionnalités. Donc, essentiellement, on fait du batch and blast avec le courriel. Ça devient une plateforme très coûteuse de diffusion de messages courriels. Évidemment, le message n'est pas unique pour chacun, mais plutôt global. Donc, voilà. Alors, finalement, ce que tu dis, c'est que le ROI, de façon générale, est assez faible. Et pour le rehausser, bien sûr, il faut bien s'en servir, ça prend de la formation, ça prend de la rigueur. Exactement. Ça prend un processus. Donc, voici un scénario de processus de qualification qui consiste à faire progresser les gens à travers un certain nombre d'étapes avant de confier le livre à l'équipe des ventes. Je vais accélérer un peu parce que je vois le temps filer, mais enfin, on a plusieurs belles choses à voir. Donc, première étape, attirer les gens vers nos actifs numériques. On va chercher à travers différentes activités de communication de créer une synergie qui va faire progresser la clientèle à travers un ensemble d'étapes. Chaque média va jouer un rôle distinct en fonction de où le client se situe dans son cycle de décision. On a vu tout à l'heure l'espèce de parcours. Donc, différents médias à différentes étapes pour amener quelqu'un à s'inscrire dans la base de données, parce que le nerf de la guerre est là. Si on ne connaît pas le client, on n'est pas en mesure de pouvoir le relancer exactement. Et dans un contexte où les gens ne font pas le premier pas, appelle-moi, c'est essentiel d'avoir des informations pour le relancer, pour nous l'appeler. Tout à fait. Alors, j'ai mis un peu le scénario qu'on a mis en place pour un média, pour Esmeralda, qui fait du développement d'affaires dans le domaine du tourisme d'affaires, donc réunions et congrès, salons et tout ça. Vous voyez un peu les différents éléments, que ce soit les publications, la médiaposte, les salons, le web, les médias sociaux, les contacts courriels et ainsi de suite. Tout converge vers la base de données pour être capable d'identifier le client. Et on va utiliser cette information-là pour ensuite propulser des messages pour cultiver la relation avec le client. Donc, les livres blancs, white paper, guides et ainsi de suite, des invitations à des événements, des infolettes, des dossiers informatifs, le blog de l'entreprise et tout ça. Donc, ça nous amène à faire converger l'ensemble de la communication vers des actifs, des plateformes qui vont nous permettre de capter qui sont nos clients et de les identifier. Donc, prochaine étape, c'est de savoir qui ils sont. On va utiliser des formulaires qui ont l'avantage, qui auraient l'avantage d'être le plus simple possible, tout en fournissant suffisamment d'informations pour être capable de savoir si la personne est effectivement qualifiée ou non. Donc, un minimum de questions. Et plus on offre de la valeur en échange d'informations, plus notre taux de conversion va être élevé. Puis les gens remplissent le formulaire, oui. Exactement. Donc, des livres blancs, des webinaires, des rapports, des études, des infolettes, des événements et tout ça, c'est des actifs, des contenus qui ont de la valeur et qui vont inciter les gens à vouloir prendre plus d'informations, en savoir davantage. Ensuite, le processus de qualification qui débute dès le formulaire où on va poser une série de questions pour savoir
une série, puis quelques questions. Pour être combien suggères-tu? 3, 4, 5? 5, 6. En fait, il y a des statistiques, si on en croit Marketing Sherpa, on peut aller jusqu'à 15 questions. Oui, Si le contenu est drôlement intéressant. si le contenu est drôlement intéressant. Par exemple, une étude sur les enjeux du marché, qui a beaucoup de valeur, qui se détaille. Valeur $500, oui. Peu importe. Et là, bon, oui, on peut poser pas mal de questions pour être sûr de s'adresser aux bonnes personnes. En général, 5-6 questions maximum. Très bien. Et on s'assure de poser des questions qui vont sembler le moins onéreux pour la personne. Donc, on ne demandera pas son salaire annuel, son assurance sociale. Exactement. Est-ce que tu suggères de demander le numéro de téléphone? Ça, c'est une question qui peut être un frein. Ouais. Et il y a plein de façons d'obtenir autrement de poser la question. Donc, à partir du moment où on a des coordonnées, c'est le nom de l'entreprise, on est obligé. On fait souvent du profilage progressif. Donc, à chaque fois que la personne revient sur le on pose une question. Hein. Est-ce que vous êtes oui, on ne sait pas votre numéro de téléphone, et ainsi de suite, pour enrichir progressivement, pour ne pas faire peur du premier coup. Et ça fait partie d'un processus de maturation. Tout à fait. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien définir les critères, il faut bien s'entendre sur qu'est-ce qui constitue un lead qualifié, puis ensuite poser les bonnes questions qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il est. Alors, le rôle dans le processus de décision, est-ce que c'est un financeur, est-ce que c'est un acheteur, est-ce que c'est un utilisateur, il cherche ses propres besoins, et ainsi de suite. C'est important de comprendre cette dynamique-là, parce qu'on ne parlera pas de la même façon. Quelle étape constitue dans le cycle de décision? Est-ce que je fais de la recherche ou je suis prêt à acheter? Je veux voir un représentant. Puis, une impression globale de l'envergure de l'opération, ça, c'est très important. Donc, formulaire très simple, et quand on demande le délai dans lequel l'horizon de décision, il faut toujours avoir la possibilité de déclencher immédiatement une demande d'information. J'ai déjà vécu des situations où l'entreprise refusait de me vendre le produit parce que je n'avais pas passé à travers leur cycle de qualification. J'ai acheté ton produit, je suis un lead, je suis un acheteur, je voudrais passer une commande. J'aimerais ça que vous ayez consulté un webinaire que nous allons créer à votre intention pour comprendre. Oui, c'est ça, exactement. Si je veux acheter, j'achète, puis donc on doit être capable d'identifier rapidement les gens qui veulent passer à l'action. Mais ça, c'est pas encourageant. Absolument. Là, c'est pas juste l'information, là. On réalise, là, tu veux acheter quand? Je trouve que ça peut représenter un fonds. Absolument, sauf que c'est aussi un élément de qualification. Quelqu'un qui est prêt à nous fournir cette information-là est beaucoup plus engagé envers le processus de vente que quelqu'un qui ne l'est pas. Et encore une fois, il faut offrir des choses qui ont de la valeur pour pouvoir déclencher, et il faut avoir une bonne réputation dans l'entreprise pour que les gens nous fassent confiance. Donc ça, c'est très important. Ensuite, une fois qu'on a qualifié la personne, il faut cultiver la relation jusqu'à ce que la personne soit prête à passer à l'action. Donc, il y a plusieurs approches pour le faire. D'abord, quand on est dans une situation où on a un délai très serré, par exemple, un produit saisonnier, il faut avoir une approche qui est très proactive, une approche outbound, qui est un peu plus agressive, une approche inbound, très centrée sur la relation, mais qui est quand même efficace. Donc, je vous montre un peu une campagne qu'on a faite pour Station Mont-Tremblant pour la vente de billets corporatifs. Évidemment, on comprend que durant une très courte période de temps, à l'automne, de août à octobre, on vend des billets corporatifs et donc en janvier, c'est déjà moins intéressant, puis en juin, en juillet, c'est pas pertinent. Donc, on fait une séquence de communication très claire qui est définie sur une courte période de temps. On s'entend sur la liste des cibles, c'est très important que l'équipe des ventes soit d'accord avec les gens à qui on s'adresse, même qui nous fournissent la liste de ceux dans la base de données à qui ils voudraient bien parler. Ensuite, un premier contact par courriel, si on a l'information, évidemment. Une pièce dimensionnelle qui permet de créer de l'impact du punch. Donc, quand je dis dimensionnel, je veux dire un boîtier, un portrait, un élément dimensionnel, 3D, qui va attirer l'attention, qui ne sera pas un flyer dans une enveloppe brune. Donc, transmettre par la poche. Exact, une carte messager pour être capable d'éveiller l'intérêt, puis de capter l'attention, puis de dramatiser le bénéfice et l'avantage à continuer la discussion avec le représentant. Évidemment, suivi téléphonique, et parmi tous ceux qu'on n'arrive pas à rejoindre, on fait un appel courriel. Ensuite, on donne des outils de support à la distribution qui vont permettre aux entreprises qui choisissent de devenir des distributeurs de billets
corporatifs, de pouvoir informer leurs membres, leurs clients ou leurs employés de la disponibilité, donc des outils. Très bien. Merci. Alors, ça donne d'excellents résultats. C'est une campagne qui a gagné des prix, qui a aussi produit des millions de dollars de retombées en une très courte période de temps, parce que ça donne beaucoup d'impact. En fait, on a créé un petit outil, je vous montre un peu rapidement. Vous allez voir, c'est un peu saccadé, c'est en stop motion. Vous allez voir le boîtier un peu dans le coin, et puis vous allez voir, vous voyez le boîtier, et on a intégré une avalanche de neige artificielle, évidemment. Dans l'endroit, on a une enveloppe contenant du polyacrylate de sodium, qui est en fait quelque peu de la neige artificielle. Donc, on demande aux gens d'ouvrir le sachet, de verser la neige ou la poudre dans un verre d'eau, et on voit la neige se former sous leurs yeux. Alors, vous comprenez, le grand message à fondant, c'est qu'il y a beaucoup de neige. On est capable d'en fabriquer avec nos systèmes d'enneigement. Et puis, le produit lui-même, une fois qu'on le touche, a un peu la texture de la neige, c'est froid au toucher, et c'est un peu de la magie. Un peu, oui, comme semblant, effectivement. En janvier, c'est assez frais, je dois avouer. Alors, ça crée beaucoup d'impact. Une approche par maturation inbound va utiliser des outils pour amener les gens à s'identifier. Alors, dans le cas de Tourisme Laval, on a créé des guides. Des guides qui vont permettre aux organisateurs d'événements d'en savoir plus sur les nouvelles tendances, des activités visites, des choses qu'ils pourraient mettre en pratique. C'est pas de pousser du produit, mais bien d'aider les gens à mieux organiser, à les rendre plus originales, à les rendre plus dynamiques. Donc, ces contenus-là sont diffusés sur le site web et on en fait l'annonce dans différents médias numériques, que ce soit des bannières, à travers des courriels, et ça fonctionne très bien. Absolument, c'est du contenu qui a de la valeur. Ensuite, on fait des suivis auprès des gens qui sont inscrits avec des infolettes. Et encore une fois, on a une approche qui est très centrée sur l'information et la valeur. On ne pousse pas du produit, on donne des conseils sur comment avoir un événement plus efficace, un congrès plus performant, des réunions qui ont plus de succès. Donc, c'est très centré sur l'impact, sur le comment et le pourquoi. Le but, c'est évidemment de bâtir la réputation, de bâtir la crédibilité de l'entreprise, de l'organisme, auprès de sa clientèle potentielle. Mais le but, concrètement, c'est si un représentant de Tourisme Laval appelle une personne qui a téléchargé un tel document, absolument. C'est ça qui est l'objectif. Absolument. Oui, je vais vous parler. Voilà, la porte, le pont s'est fait, la porte est ouverte, et le mur très, très épais qui sépare un acheteur et un vendeur, soudainement, est très mince. Exactement. Tout à fait. C'est ça le but. Puis évidemment, ça peut être un dossier aussi pour présenter l'ensemble de l'offre, sensibiliser les gens à ce qu'on a à proposer. Ça vient un peu plus loin dans le processus de vente. Donc, au début, c'est de l'information juste pour le lecteur, et ensuite, progressivement, on arrive vers des contenus qui sont davantage orientés produits. C'est super important d'assurer la pertinence du contenu de l'information qu'on communique. Il faut que ça puisse nous parler en tant qu'acheteur. On veut que le message porte, que ça ait de l'impact. C'est pas juste de la poudre aux yeux, c'est pas juste de la magie, c'est pas juste de la séduction, mais c'est de la valeur. Donc, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux donner comme information qui va avoir de la valeur pour mon client? C'est quoi son besoin? Si on comprend bien le besoin, on est capable d'identifier quel genre d'information va être pertinent, va porter, va avoir de la valeur. Et juste quelques statistiques, et encore une fois par Marketing Sherpa, 82% des décideurs veulent de l'information qui est spécifique à leur industrie. Alors, quand on fait une plaquette qui est valable pour toutes les industries ensemble, ça a beaucoup moins de crédibilité. Les gens disent, ah, mais ça, c'est pour une autre business. Mon industrie est très différente, donc ça peut interpeller. Tout à fait. Même si c'est très semblable. Même, effectivement, mais on ne se sent pas interpellé. De l'information spécifique au rôle. Donc, je suis financier, je suis décideur, je suis l'acheteur, je suis l'influenceur. Très important. 49% veulent de l'information spécifique à la taille de l'entreprise. Je suis une PME, je ne suis pas une multinationale, parle-moi pas de solution qui ne me concerne pas. Donc, très important d'avoir une approche de contenu qui est très adaptée. Quand on fait des campagnes dimensionnelles, comme celui que vous voyez à l'écran, qui s'adressait à l'industrie des pâtes et papiers, on a un message qui est différent en fonction du rôle. Donc, est-ce que la personne contacte au moment certes la décision,
Est-ce que c'est une personne d'opération qui est concernée par la productivité, l'efficacité? Côté technique, donc des critères plus au niveau de la performance du produit, l'acheteur, donc davantage un rôle d'approvisionnement, puis la personne de finance qui se concerne de la rentabilité. Alors, ça donne des choses qui sont très intéressantes. Finalement, une fois qu'on a passé à travers tout ce truc-là, ben, c'est le moment de confier le lead au représentant, mais à travers une dernière étape, on se pose la question, est-ce que les gens sont prêts à acheter? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans un processus? Donc, comment on fait? Habituellement, ce qu'on fait, c'est de créer, à travers des plateformes d'automatisation de marketing, généralement, un modèle de maturation. Donc, on va mesurer à travers l'activité sur le site web, à travers les courriels et tout ça, on va mesurer l'interaction de la personne, la nature de ses interventions, le genre de choses qu'ils vont faire et consulter pour déterminer s'ils sont suffisamment qualifiés, suffisamment prêts. Donc, on va attribuer un pointage à chacun des actifs, chacune des pages de notre site web, chacun des gestes qui vont être posés par la personne. Et une fois qu'on aura atteint un seuil qui est intéressant, on va pouvoir contacter, qualifier et transmettre à l'équipe des ventes. J'ai une question là, à poser. Est-ce qu'on en a combien de minutes, combien de pages? On arrive à la fin. À la fin? Ouais, à la fin. Je vais attendre pour te poser la question. Parce que tout ça, c'est tellement beau. Mais on parle de plateforme, on parle de contenu, on parle de temps, on parle de formation. Puis, la question ultime, si vous avez 200 employés et des ventes de plusieurs dizaines de millions, je pense que c'est un incontournable. Absolument. On voit de plus en plus d'entreprises qui le font. Pour une PME, ou devrais-je dire une petite entreprise de moins de 50 employés, tout ça est-il réalisable? Absolument. Mais il faut commencer progressivement. C'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. On commence avec des outils de base. On commence surtout avec des processus. On commence surtout à s'organiser et à s'entendre et se consulter. Oui. Et c'est ça, fondamentalement, qui donne le plus de résultats. C'est une tête travailler ensemble. Après ça, ben, quels sont les outils qu'on va utiliser? Quelles sont les plateformes? Ça peut évoluer avec le temps. On n'est pas obligé d'investir des millions de dollars au début. Ça peut être très, très, très abordable. Il y a des plateformes et des solutions qui coûtent à peine 500 dollars par mois. Ah oui? Rien. Okay. Oh, oui, absolument. Okay. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de se donner les moyens, c'est de se donner les outils, c'est de se donner le processus, structurer le tout, puis bâtir les messages en conséquence. Et c'est ce que votre entreprise fait? Ah, tout à fait. Auprès d'entreprises de 50 employés, par exemple? Absolument. Alors, c'est pas nécessairement, ça implique pas nécessairement l'achat d'une plateforme. C'est pas nécessairement, non, c'est pas là pour acheter des plateformes, on n'en vend pas d'ailleurs. Alors, le modèle de maturation, il peut être subjectif. On dit, voici ce que je pense que telle ou telle page web vaut, ou telle action. Et ensuite, on fait un total qu'on dit, je pense que ce seuil devrait être de X points. Et bon, c'est beau comme point de départ. Éventuellement, on arrive dans un modèle prédictif où on va analyser l'ensemble des données qu'on a recueillies à travers nos systèmes pour être capable de réellement identifier quelles sont les pages, quels sont les actifs, quels sont les gestes qui vont produire un résultat. Et ça va se transmettre par des ventes. Donc, on identifie les clients qui sont prêts à acheter, à passer à l'action, et là, on les confie à l'équipe des ventes. Pour prendre l'exemple de Tourisme Naval, c'est quoi l'impact, c'est quoi l'ROI d'avoir tout ça en place? Ben, tout simplement, sur une période de très peu de temps, on parle de moins d'un an, une augmentation de 263% des leads qui sont identifiés à travers ces plateformes. La présence de guides, d'infolettes, d'une saisie d'informations à travers un formulaire permet de lever des pistes qualifiées à une quantité quand même très importante. Évidemment, ça se transmet, ça se transforme en vente parce que les gens sont intéressés par les contenus. Ils sont forcément, si tu télécharges un guide sur l'organisation d'un congrès, de fortes chances que tu sois un organisateur de congrès. Oui, super. Et là, évidemment, ben, on a du travail de préparation à faire pour convertir, mais on a une personne qui est très qualifiée. Donc, très performant en termes d'impact. Donc, vous avez vu en peut-être une heure, je m'excuse, j'ai débordé un tout petit peu de mon créneau, mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Voilà comment faire accepter vos leads avec un processus qui est bien structuré, puis là, tout le monde est heureux. Le geek marketing, voilà, transmet des belles roses à des clients qui les reçoivent avec bonheur. Donc, pour terminer rapidement, en résumé,
Dotez-vous d'un processus formel, qu'il soit automatisé ou pas, peu importe, on commence par le commencement. Comprenez bien le parcours de vos clients, quelles sont les étapes à travers lesquelles on passe pour être capable de passer à un achat, créer une synergie multicanale entre les différents éléments qui vont converger vers la création d'un part d'une base de données. Oui. Contribuer à faire avancer le client. Automatiser le processus à partir du moment où il devient un peu lourd, personnaliser l'expérience avec des informations qui vont nous parler, puis récolter évidemment les bénéfices en termes de vente, en termes de retour sur investissement. Alors voilà, ça termine la présentation d'aujourd'hui. C'est la fin et j'espère que les ventes et marketing vont vivre heureux et avoir de nombreux enfants. Alors, voilà. Merci beaucoup de votre attention. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous laisse certaines coordonnées à l'écran. Vous avez mon adresse courriel, vous avez mon compte Twitter, donc je suis actif aussi sur LinkedIn, et évidemment mon site web qui est stratégie.ca. Donc, n'hésitez pas si vous voulez clarifier des questions, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Marc, un gros merci. C'était Merci Simon, c'est une très belle bien occasion. expliqué, très clair, très visuel. D'ailleurs, des appréciations ici par le chat. Merci, bien présenté, pertinent, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, on a quelques minutes, en effet, là, il est 1h10, 1h05. Si vous avez quelques questions, Marc va rester avec nous. Autrement,